Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue à notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. Bonjour à tous, bonjour à toutes, mon nom est Mathieu Trépanier et bienvenue à ce nouvel épisode de notre Histoire en tête, l'émission de la Société historique de Montréal. C'est à nouveau un plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour une nouvelle entrevue. Aujourd'hui, on reçoit à l'émission un habitué, Laurent Busseau, historien indépendant. Merci beaucoup, Laurent, d'être avec nous. C'est moi qui te remercie, Mathieu. Ben écoute, Laurent, pour les gens qui ne te connaîtraient pas encore, qui n'auraient pas cette joie, je me permets de te présenter succinctement. Les malheureux. Les malheureux qui ne te connaîtraient pas. Laurent, tu es historien, consultant indépendant. Tu œuvres donc sous l'étiquette Historiens sans frontières depuis au moins 2011, ou une bonne décennie, plus même. Tu es diplômé en histoire et en journalisme et tu as publié plusieurs articles et plusieurs ouvrages aussi sur des sujets variés. Des sujets qui souvent sont un peu à cheval entre le Québec et la France. Et bon, évidemment, comme je l'ai dit, tu es un habitué de l'émission et c'est toujours un plaisir de t'avoir. Et aujourd'hui, on va aller vers une thématique un peu, je sais que tu n'aimes pas le mot, mais une thématique un peu martiale. Une thématique qui t'est quand même familière, souvent, c'est pas la première fois. Certes. Certes. Et on va aborder, en fait, un sujet qui est pas très bien connu et qui touche plus globalement, je dirais, la Deuxième Guerre mondiale, mais vu du point de vue du front intérieur, hein, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Et on va donc aborder ça ensemble, mais avant d'entrer trop vite dans le vif du sujet, on va progresser tranquillement comme ça dans le sujet. Pour commencer, Laurent, j'aimerais savoir, c'est quoi le club Arikari en 1944? Eh bien, mon cher Mathieu, le club Arikari, c'est un club de prisonniers de guerre allemands qui sont des fanatiques nazis et qui étaient internés dans un des camps de prisonniers de guerre. On dit PG. Alors, prisonniers de guerre, l'acronyme, c'est PG. Mm-hmm. En anglais, c'est POW, donc Prisoner of War. Mm-hmm. Et ces prisonniers allemands ont été disséminés dans plusieurs camps au Québec, au sud du Québec. Mm-hmm. Et ce club Arikari s'est créé à la fin de 1944 avec un objectif très spécial. Et comment est-ce que tu en es venu à t'intéresser à ce sujet-là? Alors en fait, c'est en 2005, j'ai enquêté sur un dossier concernant des prisonniers de guerre allemands et allemandes en France. Mm-hmm. Et puis après, quand je suis arrivé au Québec, maintenant je suis dans les cantons de l'Est, et j'ai découvert que dans les cantons de l'Est, il y avait deux camps de prisonniers de guerre allemands, un à Farnham, et puis un à Grande Ligne et un autre à Sherbrooke. Donc, j'ai été très surpris de découvrir qu'il y avait des prisonniers de guerre allemands sur le territoire québécois. Et puis, en 2017, je me suis intéressé à ce sujet, j'ai fait des recherches et j'ai présenté d'ailleurs une conférence sur le sujet qui était aux belles soirées de l'Université de Montréal sur le thème du crime de guerre au châtiment. Donc, les PGA allemands au Canada en 1940-1946, et les gens ont été très surpris de découvrir que la guerre était aussi sur le territoire québécois, même si ce n'était pas un conflit direct. Mm-hmm. Et évidemment, la mémoire se souvient plutôt des grandes lignes de ça, hein, comme les prisonniers civils, pas de guerre, mais civils italiens, par exemple, sur l'île Sainte-Hélène, ça c'est quelque chose qui avait marqué un peu les esprits, mais prisonniers de guerre allemands, ça, effectivement, ça a disparu des mémoires en grande partie. C'est intéressant que tu sois penché là-dessus. En fait, ce qui est intéressant, c'est que, alors, pour bien comprendre, c'est que le Canada, qui fait partie du Commonwealth britannique, en septembre 1939, suit le mouvement et c'est la déclaration de guerre à l'Allemagne nazie. Et dès septembre 1939, il y a des lois martiales au Canada, donc incluant le Québec, qui fait que tout civil italien, allemand et surtout japonais pour la côte ouest. Les ressortissants de pays ennemis, hein, exactement, c'est ça? Ouais. Sont considérés, classés comme ennemis potentiels et vont être internés dans des camps, mais là, ce sont des civils. Et tu en parlais, le camp qui va être le plus connu sur Montréal, c'est sur l'île Sainte-Hélène, qui va être le camp S. Ouais. À savoir que camp les S. lettres, le camp S, parce que les lettres définissaient des camps pour civils et les camps chiffrés, des camps pour prisonniers de guerre, c'est-à-dire militaires ennemis. Et pourquoi est-ce qu'il y a des camps comme ça, enfin pour des prisonniers de guerre allemands, mais au Québec en particulier? Pourquoi on les met là?
Alors, en fait, c'est très particulier. C'est parce que en juin 1940, la France est complètement défaite par l'Allemagne nazie. L'Angleterre se retrouve toute seule. Et là, l'Angleterre va envoyer les prisonniers de guerre qu'elle a déjà capturés, vers le Canada. En fait, le premier contingent de prisonniers va arriver le 29 juin 1940 au port de Québec. Et il est envoyé par Churchill lui-même à partir de Liverpool. Okay. Et ce qui est fabuleux de cette histoire, c'est que c'est sur un paquebot civil, le Duchess of York, où il y a 2650 passagers civils, mais vous avez à l'intérieur 535 prisonniers de guerre allemands qui sont envoyés au Canada. Donc, plus de 2000 civils qui, eux, n'ont rien fait, on est d'accord. Tout à fait. Et c'est 500... Oui, tout à fait. Et ce qui est, entre guillemets, amusant, c'est que Churchill pousse un petit peu dans le dos le Canada, c'est qu'il demande que le Canada accepte l'internement de prisonniers de guerre allemands, mais une fois que ceux-ci sont sur le paquebot, donc le Duchess of York, qui est déjà dans l'Atlantique. C'est-à-dire qu'en fait, les prisonniers sont déjà en route vers le Canada pour qu'ils puissent être acceptés, entre guillemets. Donc, pendant que le paquebot voguait dans l'Atlantique... Le transfert s'est fait à ce moment-là? Oui, en fait, Churchill a demandé clairement au Premier ministre canadien d'accepter les prisonniers qui étaient en route. Il faut aussi comprendre que le contexte, il y avait la bataille d'Angleterre, où l'Angleterre essayait d'empêcher l'Allemagne nazie d'envahir son territoire. Et puis, au fur et à mesure, en fait, le Canada va accepter ce rôle. Donc, dès octobre 1940, cette fois par le port d'Halifax, il y a un autre contingent de prisonniers de guerre allemands qui vont être envoyés. Et puis, au fur et à mesure de l'évolution de la guerre, ces prisonniers vont arriver, je dirais, assez continuellement pour arriver sur un total en 1945 de 35 000 prisonniers. 35 000 Allemands? Oui. Dans un système, disons, un complexe concentrationnaire au Canada, alors, au Québec? Au Canada, alors Ontario, Québec. Québec, ça va être dès les années 40. L'Ontario va suivre. À partir de 43-44, l'Alberta, le Manitoba vont aussi avoir des camps, surtout dans des zones forestières inhabitées. On verra pourquoi tout à l'heure. Donc, en fait, c'est ces 35 000 soldats prisonniers de guerre allemands qui se retrouvent sur le territoire canadien. Et qui sont-ils, ces prisonniers de guerre? D'où viennent-ils? Tu dis, bon, le prisonnier de guerre allemand, mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Alors, en fait, c'est comme deux phases. La première phase, 1940, alors 39, 40, 41, les Anglais capturent surtout des marins, des aviateurs, et donc c'est ce qu'ils envoient en premier au Canada. Puis, en fait, ces prisonniers sont stationnés dans la zone sud de Québec. D'ailleurs, un des premiers camps militaires va être Sherbrooke. Sherbrooke, OK. Ensuite, alors on verra dans le détail. Et puis, l'évolution va se faire un petit peu plus tard, dès les années 42-44. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les soldats qui vont être capturés, alors officiers, je dis soldats, mais c'est PG, donc allemand. Il y a les officiers, parmi eux, il y a quand même des professeurs d'université, des ingénieurs, donc des mariniers. Et il y a aussi des descendants de la vieille noblesse prussienne, dont un qui va se retrouver à Farnham en 1944. Et j'imagine que quand on est issu de la vieille noblesse prussienne et qu'on se retrouve à Farnham en 1944, le choc culturel est assez particulier. Tout à fait. Mais alors, on va y venir. Je souligne un petit détail très québécois, c'est que Micheline Langto, une réalisatrice bien connue, avait réalisé en 1994 La vie d'un héros, qui retrace la présence de ces officiers aristocrates allemands qui étaient dans le camp de Farnham, mais qui allaient cueillir les pommes à Fredericksburg, parce qu'en fait, Micheline Langto, sa famille était à Fredericksburg. Donc, elle a raconté, alors, sous forme de fiction, un petit peu cette aventure, cette vision des officiers allemands parlant très bien français, un bel uniforme, et puis aussi la réalité, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y avait aussi l'Allemagne nazie avec les camps de concentration et la destruction massive de vies humaines. Tu parles donc de ces camps au Québec, tu as mentionné Farnham, Sherbrooke notamment. Combien il y avait de camps qui se sont au Québec? Pour le Québec, il y avait 5 camps d'internement militaire. Il y avait Farnham, qui était le camp 40. Il y avait Grande Ligne, qui est proche de Saint-Blaise. Saint-Blaise, Lacolle, près de la frontière américaine. Oui, tout à fait, qui est le camp 44. Alors, il y avait l'île aux Noix, qui était le camp 41. Sherbrooke, qui a été le camp 42, et enfin Sorel, qui est arrivé sur la fin. Sorel servait surtout pour les prisonniers qui étaient en partance, en retour vers l'Allemagne dès fin 45-46. Tu m'excuseras, Laurent, si je devance un peu l'entrevue, mais est-ce qu'il reste quelque chose de ces camps-là? Alors, on en reparlera au pire en fin d'émission, mais physiquement, non, parce qu'ils ont été, dès 46-47, démantelés. OK.
peut-être à Sherbrooke, les bâtiments. Alors, à grande ligne, il y a un bâtiment qui s'appelle l'Institut Feller, qui est encore sur pied. À Farnham, malheureusement, c'est intégré au camp militaire, donc beaucoup de bâtiments ont été détruits, mais les rares qui restent debout sont intégrés donc, dans la zone militaire. Mais en tout cas, pour le Québec, il n'y a pas... Alors, en fait, le seul bâtiment qui reste sur pied, ce serait Sainte-Hélène pour les civils italiens et allemands qui ont été internés. Donc, ces camps de prisonniers de guerre, comment fonctionnent-ils? Alors, il y a déjà une priorité pour le Canada avant 1942, c'est que l'établissement de ces camps s'est fait très très rapidement. Donc, beaucoup sont vétustes. Alors, Sherbrooke, Farnham vont être en fait des baraquements, des campements qui vont être faits à la hâte. Petite chose aussi, c'est que les habitants de Sherbrooke, autant de Farnham, n'étaient pas au courant qu'on allait installer proche de chez eux des prisonniers de guerre allemands. Ils ont découvert ça Ils ont découvert ça en cours de route. Alors, Sherbrooke, ils ont eu la chance d'avoir la Tribune de Sherbrooke, qui est un journal local, qui s'est intéressé et qui a fait plusieurs articles sur ces prisonniers. Alors, notamment lors des évasions. On pourra en reparler. Oui, on va en reparler. Ça, c'est vraiment intéressant. Mais voyez-vous, à Farnham, il y avait très peu d'informations dès le début qu'on avait des prisonniers de guerre allemands. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces prisonniers de guerre, alors notamment, je resitue Farnham et Grande Ligne, c'était des officiers. Ils avaient un traitement de faveur parce qu'ils avaient le droit de garder leur uniforme selon la Convention de Genève de 1929, alors que les soldats prisonniers, alors qu'ils soient marins, aviateurs ou fantassins, eux, ils avaient droit à un pantalon gris avec des lignes rouges et une veste bleu foncé avec un cercle rouge d'à peu près 14 pouces, donc à peu près 50 cm, ce qui permettait de faire une belle cible si vous tentez de vous évader. D'accord. Voilà. Par contre, ces prisonniers, surtout les officiers, avaient un droit de correspondance avec la Croix-Rouge, et notamment un à Farnham en 1941 qui a fait une lettre de dénonciation et de plainte par le consul suisse. Ah oui. Et je vous la lis telle quelle. Le camp de Farnham, par sa laideur et son manque d'aménagement, est déprimant au plus haut point. Ils n'auraient pas essayé les camps soviétiques à la même époque, je suis pas sûr que... Ils n'avaient pas le recul nécessaire du mot goulag. Donc, c'était des camps qui étaient sous observation de la Croix-Rouge, c'est ça? Oui, en fait, le Canada et l'Angleterre ayant signé la Convention de Genève, il y avait des règles à respecter. Alors, il faut savoir que, pour faire très court, la Convention de Genève imposait des règles très strictes pour la gestion des prisonniers de guerre. Le petit détail quand même intéressant, c'est que la Convention de Genève n'obligeait pas les belligérants à faire des prisonniers. Mais du moment où on fait des prisonniers, on a la responsabilité de les gérer dans un cadre humain et humanitaire. D'accord, ok. Donc, le Canada s'inscrit dans cette règle. Il y a quand même des petites déviances où le Canada va être obligé de ne pas tenir compte de la Convention, notamment pour la surveillance des courriers privés, notamment aussi avec la Croix-Rouge allemande, parce qu'on parle de la Croix-Rouge suisse, mais la Croix-Rouge allemande était, on va dire, infectée par le nazisme. Ah oui. Donc, on va découvrir que beaucoup d'informations, d'objets illicites vont circuler dans les colis de la Croix-Rouge allemande. Donc, le Canada va se retrouver en conflit avec la Convention à devoir ouvrir les colis pour vérifier ce qu'il y a dedans. Mais d'un point de vue général, l'aménagement des camps va être quand même revu et corrigé à partir de 1941, où le Canada va suivre au mieux, selon aussi ses disponibilités et son financement, d'aménager des camps selon les règles de Genève. Oui, pour des raisons aussi belliqueuses, sur lesquelles on va revenir dans pas longtemps. C'est des camps, évidemment, qui dit prisonniers. Tu l'as mentionné un petit peu tout à l'heure, tentative d'évasion. Oui, tout à fait. Dès fin 40, il y a des tentatives d'évasion de prisonniers. Alors, il faut aussi replacer un détail important, c'est parce que le Canada est voisin des États-Unis, mais avant le 7 décembre 1941, les États-Unis sont un pays neutre. Oui, c'est ça, je me demandais, c'est pourquoi est-ce qu'ils s'évaderaient, où est-ce qu'ils peuvent aller? En fait, la frontière est pas loin, c'est ça? Tout à fait. Et en fait, il y a une filière germanophile qui existe aux États-Unis, parce que avant l'entrée en guerre par Pearl Harbor, le bombardement japonais, qui va faire que les Allemands vont déclarer la guerre aux États-Unis, vu qu'ils sont alliés de le fameux axe avec l'Italie, eh bien, l'axe d'évasion se situe vers les États-Unis. D'accord. Un des seuls et uniques exemples d'ailleurs d'évasion qui va réussir, c'est le fameux pilote d'avion de la Luftwaffe, le lieutenant d'origine suisse d'ailleurs, je le souligne, qui était Franz von Vera.
qui, lors de son transfert entre Québec et un camp vers l'Ontario, va, lors d'une tempête de neige en janvier 1941, pendre la poutre d'escampette en passant par la fenêtre du train. Ah oui. Réussir à rejoindre la frontière américaine, le consul allemand aux États-Unis, et là on est en janvier 41, donc les États-Unis ne sont pas encore en guerre officiellement. Ah oui. Il va être rapatrié par le Mexique, donc il y a une filière allemande qui passe par le Mexique, rapatrié donc vers l'Allemagne nazie, reçu en héros par Hitler, qui va trouver la bonne idée de l'envoyer sur le front russe, où le malheureux va être abattu et va mourir abattu par l'aviation russe. Un héros mort. Oui. Les tribulations de ça, c'est incroyable. Oui, tout à fait. C'est fou. Hein. Et ce qui est fabuleux, alors Franz von Vera, ce qui est fabuleux, c'est que en 1954, la MGM britannique, donc les films, ont fait un film sur lui. Alors le titre en français, c'était Le seul qui s'échappa. Oui. That Only One Go Away. Et ça retrace son histoire, c'est-à-dire ses tentatives d'évasion en Angleterre, son transfert au Canada et son évasion du train en pleine tempête où il traverse la frontière américaine. C'est pas mal. Et ça, tu dis, donc Laurent, lui, il s'évade d'un camp en Ontario. Oui, alors en fait, dans son transfert. Dans son transfert, est-ce qu'il y a eu des évasions à partir de camps au Québec? Alors, en fait, ça a été le seul qui a vraiment réussi parce que les autres... Alors, il y a eu une trentaine de tentatives d'évasion entre 1941 et 1946. Le dernier, d'ailleurs, c'était en juillet 1946. Alors, la guerre était terminée. La petite anecdote, c'est qu'il était pressé de rentrer à la maison et il a fait une tentative d'évasion vers les États-Unis du camp de Sherbrooke. Il a été rattrapé, mais il n'a pas eu de conséquences parce que je pense qu'il a été rapatrié genre dans le 6 mois après. Mais... il y a eu plusieurs évasions dans tout. Alors là, je vais vraiment rester sur le Québec. Oui. À peu près une trentaine d'évasions. Et puis ces évasions, en fait, c'est un petit peu comme le film avec Steve McQueen, là, La Grande Évasion. On va voir de toutes les techniques. C'est-à-dire la technique du tunnel, la technique de l'uniforme canadien copié, le saut par barbelé. Un va réussir à sortir du camp de Farnham caché sous le camion. D'ailleurs, ça vaudra aux gardiens canadiens de se faire franchement réprimander par les autorités parce que c'était indiqué que c'était la plus vieille technique d'évasion qui aurait jamais dû réussir. Sauter du camion, tout simplement. Ah oui, tout à fait. Et puis, ces évasions, eh bien, à un moment, en 42, on va en parler, mais ça change de registre parce que jusqu'à 42-43, je vous dirais, les évasions, ce sont des évasions pour rentrer à la maison, ou en tout cas essayer de fuir. Oui. À partir de 42-43, il y a des évasions qui ont une autre destination pour ces prisonniers de guerre allemands. D'ailleurs, il y a eu un cas à Farnham où le prisonnier s'est carrément rendu tout seul et est rentré presque tout seul. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait une problématique. Et la problématique, c'est qu'en fait, ils étaient devenus des agents de renseignement. Ah oui. Tu mentionnais quand on préparait l'émission, Laurent, aussi, justement, c'est ça, à partir de 42, les autorités canadiennes commence à prendre ça un petit peu plus au sérieux. Oui, tout à fait, parce que, alors, 42, en fait, il y a deux phases principales qui arrivent. La première, c'est que les États-Unis sont rentrés en guerre. Les Alliés font un débarquement en Afrique du Nord. Donc, on va augmenter le nombre de prisonniers qui vont être pris face à l'Africa Corps. Là, il va y avoir des nouveaux prisonniers qui vont arriver et surtout des SS et des fanatiques nazis qui vont être capturés. On ne va pas s'en rendre compte tout de suite, on va les rapatrier au Canada. Et puis aussi, il y a le 19 août 1942, l'échec du raid de l'attaque sur Dieppe par les troupes canadiennes, qui va faire qu'il y a plus d'1 millier de soldats canadiens qui vont être capturés. Donc, entre les mains des camps nazis. Donc, il y a un rapport de force qui change. Oui, tout à fait. Et là, la Convention de Genève n'est forcément pas respectée du côté de l'Allemagne. Donc, le Canada va être pris entre deux feux. C'est-à-dire, elle va se retrouver avec une masse de prisonniers qui sont des fanatiques, qui, eux, veulent en démordre, même en étant toujours prisonniers. Et ils n'attendent pas la fin de la guerre pour continuer la guerre. Et puis, de l'autre côté, on ne peut pas trop faire de restrictions, de répression sur ces prisonniers, parce que les prisonniers canadiens risquent de recevoir en retour des répressions. Il y a une réciprocité là, qui s'installe, c'est ça, dans le traitement. Et il y a eu un phénomène, une action qui s'est déroulée en Ontario, à Bowmansville, qui est un camp de prisonniers de guerre allemands, alors des officiers, où là, on s'est rendu compte que le camp était dirigé par des fanatiques nazis qui vont organiser une émeute
pendant 3 jours, parce que, pour situer un peu la situation, les Allemands avaient décidé de menotter les prisonniers alliés. Ah oui. Les Anglais, en répression, avaient décidé d'en faire de même aux prisonniers allemands, donc ceux qui se trouvaient au Canada. Le Canada a dû suivre le mouvement. Il était prévu que 500 prisonniers, officiellement, soient menottés pendant plusieurs jours. Ce qui va déclencher des émeutes dans ce camp de prisonniers. Alors, dans ce camp de prisonniers en Ontario, pardon. Il y aura aussi quelques émeutes, quelques émulations au Québec, mais la plus grosse, c'est vraiment 3 jours d'émeutes complètes où les gardiens canadiens vont devoir utiliser les pompes à eau des pompiers. Mais c'est surtout que là, les renseignements militaires canadiens, le MI7, qui a été créé justement dernièrement, alors pour l'époque, qui est le Military Intelligence Number 7, pardon, eh bien, ils se rendent compte qu'à l'intérieur des camps, il y a des agents gestapistes, des agents nazis qui dirigent le camp, qui organisent des tribunaux, qui veulent pendre les non-nazis ou les moins fanatiques et qui prennent le contrôle des camps de prisonniers de guerre. Donc, on reproduit la société nazie un peu à l'intérieur des camps, comme ça. Oui, tout à fait. Et ce phénomène est découvert dans ce mouvement d'émeute, parce que là, les Canadiens qui n'avaient aucun contrôle sur ces centaines de PG allemands, et d'ailleurs, ils s'en sont rendus compte aussi au Québec, à Farnham, à Grande Ligne, à Sherbrooke, qui avaient à l'intérieur de ces centaines de prisonniers des éléments perturbateurs qui étaient destinés à ça et à faire une guerre à l'intérieur des camps. Et tu me disais, d'ailleurs, on découvre même des postes émetteurs, récepteurs, où ces mêmes officiers gestapistes peuvent écouter Radio Berlin. Alors, en fait, c'est vrai. C'est que on va se rendre compte dès 1942 que la problématique dans les camps, elle est à plusieurs niveaux. Et puis, ces prisonniers allemands, alors surtout chez les officiers, il y a quand même des têtes. Il y a des ingénieurs, il y a des gens de la marine, des gens de l'aviation, il y a des petits malins. Et effectivement, à Farnham et à Grande Ligne, on va découvrir qu'ils sont capables de créer une radio pour capter des ondes courtes. Et ils vont être capables de capter Radio Berlin. Et on va aussi découvrir que certains d'entre eux vont plus loin. Ils sont capables d'envoyer des signaux à des U-boats qui sont dans la baie des Chaleurs en Gaspésie. Ça, c'est incroyable. Oui. Puis j'imagine aussi qu'à partir de 42, 43, comme tu disais, quand on ouvre le front d'Afrique du Nord, les soldats allemands de l'Africa Corps qui sont capturés éventuellement, c'est une autre trempe de soldats là, qui commence à arriver dans les camps. Parce que ceux qui sont capturés en tout début de la guerre, c'est pas pareil en fait. Là, on tombe sur des durs. Là. Oui, tout à fait. Là, c'est des combattants. Alors, dans les premiers, il y avait surtout les sous-mariniers. Ce qui est intéressant, c'est que les sous-mariniers sont les plus fanatiques parce que, en fait, c'est relié à leur système de combat. Ils sont en sous-marin, en U-boat, et ils mènent une guerre sous-marine. En 1942, puis 1943 avec la campagne d'Italie, on va avoir affaire à des Waffen-SS et puis à des gens qui sont de l'ancienne, enfin qui font partie de la jeunesse hitlérienne. Ah oui, donc des officiers fanatiques là. Oui, tout à fait. Qui eux ont été, ils sont passés dans les écoles du National Politique de l'Institut de l'éducation nazie. Petite parenthèse d'ailleurs, on va se rendre compte que dans les camps, il va y avoir des clubs secrets. Alors, on reparlera de Harikari, mais avant ça, il y avait les Napola. Et Napola, c'est une déformation du NPEA, qui veut dire National Politic Institute of Education of Nazi. C'est-à-dire que ce sont les écoles de l'éducation de la jeunesse hitlérienne qui destinaient la plupart des jeunes à partir de 12 ans à devenir des bons soldats et voire des officiers de l'Allemagne nazie. Et ces gens-là vont se retrouver dans les camps. Oui. Et évidemment, ils vont fomenter, j'imagine, aussi. Une guerre sous-marine. Une guerre sous-marine. En fait, peut-être des opérations d'espionnage. Est-ce qu'ils vont profiter pour faire des opérations d'espionnage sur le territoire où ils sont? Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est là où on va se rendre compte que certaines évasions ne sont pas des évasions. Parce qu'en fait, on reprend trop facilement certains prisonniers. Et là, on se rend compte qu'en fait, c'est de la pêche à l'information. Il y en a un qui, en juin 1943, va être arrêté proche de l'aéroport de Dorval.
Ah ouais? en partant de Farnham. OK, il a réussi à se rendre jusque-là. Oui, et on en reparlera peut-être en détail, mais à un moment donné, les autorités militaires qui géraient les camps vont faire appel à la GRC, mais également au FBI, à la police provinciale du Québec. Et le FBI et la GRC vont travailler de concert à surveiller les correspondances qui se font entre les prisonniers de guerre allemands et certains Allemands qui vivent aux États-Unis ou au Mexique. Et là, on va découvrir des correspondances codées. Et c'est là où, d'ailleurs, ils vont découvrir à la GRC le fameux code Irlande. Qu'est-ce que c'était? Alors, le code Irlande, c'était un code que les sous-mariniers allemands avaient établi entre eux pour parler ou écrire à leur famille. Mais en fait, c'était destiné à l'amirauté de la Kriegsmarine. Ah oui, OK. Et donc, ils transmettaient des informations via la Croix-Rouge allemande vers des destinations. Et là, c'est la GRC qui va découvrir, qui va avec les services secrets britanniques, casser le code, se rendre compte d'ailleurs que certains U-boats, il va y avoir 2 U-boats qui, en 1943, vont attendre des prisonniers évadés. Alors, ça va échouer côté allemand parce que les Anglais, ayant cassé le code Enigma, les destroyers canadiens vont attendre les U-boats. Okay. Alors, mais les prisonniers avaient quand même un plan d'évasion massif. C'est incroyable. Oui. Donc, il y a toute une espèce de logistique interne qui se crée dans les camps et c'est là que la vraie problématique, si j'ose dire, va commencer. Mais ça, je te propose, Laurent, de faire une première pause dans l'émission parce qu'on arrive en milieu d'émission, malheureusement. Ça va tellement vite, je suis désolé. Donc, on fait une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après pour la deuxième partie. On est de retour pour la deuxième partie de cette émission, Notre histoire en tête, enregistrée depuis les chics locaux de la Société historique de Montréal, place Jacques-Cartier. On vient d'entendre, pour ceux qui l'auraient reconnu ou pas reconnu, la musique d'un film célèbre sur la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Das Boot, film sorti en 1981 et qui raconte la guerre sur les mers, on peut dire ça, mais vu du point de vue allemand. Et donc, c'est un classique à voir. Là, mettez la main là-dessus au club vidéo, si les clubs vidéo existaient encore. Donc, mon cher Laurent, quand on s'est quitté, on commençait à aborder justement on entrait dans le dur de la problématique, justement, des fanatiques nazis, ces gens, comme tu dis, gestapistes, qui étaient infiltrés dans les camps du Québec et qui vont créer ce fameux club Arikari en 1944. Est-ce que tu peux... Parce que le club Arikari, c'est un drôle de nom, on dirait un camp de vacances à Hawaï ou une base de plein air dans les Laurentides. Ça fait un peu genre Maniwaki, un truc comme ça. Mais trêve de plaisanterie, qu'est-ce que c'est exactement? De quoi est-ce qu'on parle? En fait, Arikari, tu sais, c'est une déformation du mot japonais Harakiri. Oui, je trouvais que ça sonnait pas trop allemand. Ouais. Et oui, c'est ça. En fait, là, il n'y a pas de consonance germanique dans ce nom. Alors, c'est pas l'idéal de vacances au bord de mer non plus, ni au bord de lac. Oui. En fait, ce nom, c'est un club secret de fanatiques, d'officiers fanatiques nazis. Ce dont tu parlais, là, il y avait des clubs qui se créaient. Oui, tout à fait. Et lui se situait donc dans le camp de Grande Ligne, donc proche de Saint-Blaise.
Et le mot, déjà, en fait, nous indique qu'ils avaient une correspondance avec Radio Berlin, ou en tout cas de l'information externe au camp. Ah oui. Parce que cette référence au Japon fait référence aussi à un événement qui s'est déroulé en août 1944 en Australie, dans un camp de prisonniers de guerre japonais qui s'appelait Cowra. Et là, les Japonais qui se sentaient déshonorés d'être prisonniers des Anglais, des Australiens, eh bien, vous en avez 545 qui ont essayé en une nuit de s'évader par la force avec une tentative suicidaire, c'est-à-dire vraiment, c'était une opération harakiri. D'ailleurs, 231 d'entre eux vont être tués sous les balles des gardiens australiens. 4 gardiens vont être massacrés à coups de battes de baseball et de morceaux de bois, malheureusement. Et cet événement, cette charge désespérée, en fait, correspond à l'idéal que vont mettre en place ce club Harikari pour le camp de grande ligne, avec un objectif précis. Si l'Allemagne perd la guerre, nous, on ira mourir pour elle, mais on va détruire le plus d'ennemis possible. Et à partir de quand est-ce que ce club secret commence à prendre forme? On disait 1944, mais... en fait, à partir de Dieppe, c'est ça? Ah non, c'est à partir... En fait, les clubs secrets qui vont apparaître et qui vont être sous gouverne nazi apparaissent dès 1942, mais ce club-là, c'est à partir de septembre-octobre 1944. Okay. Alors, on n'est pas à la fin de la guerre, mais le débarquement est arrivé. Les troupes allemandes reculent sur le Reich, donc pour défendre la mère patrie. Et il y a un tournant en octobre, c'est que il y a eu une tentative par les Allemands de faire une contre-attaque qui va se faire en 2 phases. Une en octobre, et c'était surtout aussi celle de Bastogne en décembre 1944. Et à partir de là, l'Allemagne nazie, enfin les troupes allemandes, vont véritablement ne faire que reculer. Ah oui, ok. Donc, ce club d'officiers, qui représente quand même, en fait, il y a eu 236 officiers qui ont été arrêtés par la GRC. Alors, je donnerai les détails. C'est quand même 236 sur à peu près 600 à 700 prisonniers qui étaient dans les camps. C'est quand même un bon tiers, c'est beaucoup. Leur idéal était de mourir pour la mère patrie en emmenant avec eux le plus d'ennemis possible et en détruisant les infrastructures. Causant des dommages. Il faut savoir que Grande Ligne est à 45 minutes de Montréal, c'est à peu près 56 km. Et ils avaient, dans leur idée, un objectif précis, c'était de détruire les infrastructures ferroviaires, de s'attaquer aux raffineries. Et ils avaient déjà une connaissance de l'aéroport de Dorval. De Dorval, comme on disait en première partie de l'émission. Et comment est-ce qu'ils vont s'organiser? Bien, ils vont s'organiser en petits groupes secrets. Ils vont avoir des moyens de communication à l'intérieur. Alors, il faut savoir quand même qu'en face, les renseignements militaires canadiens, donc le fameux MI7, est soutenu par la GRC et puis par les services secrets britanniques, vont avoir conscience. Alors, une fois qu'on voit qu'il y a des gestapistes et des nazis dans les camps, on va essayer de contrôler ce phénomène. Comment est-ce qu'ils vont tenter de faire ça? Alors, on va essayer de dénazifier, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire, par le renseignement, classer ces prisonniers. Et c'est pour ça que dès l'été 44, il va y avoir un classement en 3 couleurs. Ce qu'on va appeler les PG noirs, donc prisonniers de guerre couleur noire, c'est les fanatiques purs et durs, nazis complets. Les PG gris, eux, sont dans une mouvance, ce sont des militaires qui sont allemands, mais ils n'ont pas ce côté fanatique. Sans conviction. Sans conviction fondamentale. Alors, ils sont dans une zone grise. Et puis, ceux qui vont être identifiés PG blancs, c'est ceux que l'on sait qui ont suivi le mouvement, mais qui ne sont pas nazis, qui sont même parfois anti-nazis. Et on va le voir pour certains prêtres protestants et catholiques, et qui, eux, considèrent qu'il faut attendre la fin de la guerre. Alors, pas tranquillement, mais disons que l'Allemagne nazie doit tomber pour que l'Allemagne renaisse de ses cendres. Et donc, on espérait que ce classement-là devait stopper le climat de peur et... Alors, en fait, l'idéal, c'était que c'est le projet qu'on m'a appelé Feruda, qui s'appelle PHERUDA, en fait, qui est un acronyme en anglais, mais qui veut dire... qui est un moyen d'identification de ces prisonniers. Donc, en fait, les renseignements vont, par interrogatoire, repasser à travers ces prisonniers. Alors, ça va échouer parce qu'il y a 35 000 prisonniers et, en fait, ils n'en ont fait que 9 000 en 1946. Ah oui. Mais on va surtout cibler ceux qu'on a identifiés comme étant des officiers
SS, des nazis. Et puis là, on va découvrir qu'il y a vraiment des agents de la Gestapo en uniforme militaire classique, mais qui sont des agents de la Gestapo. Et qui sont infiltrés. Ils sont infiltrés. Ah. Et ce qui va permettre de les identifier, notamment, je vais rester sur le camp de Grande Ligne, c'est que ce sont des prisonniers allemands, blancs, qui vont les identifier et les dénoncer face à une situation très, très critique où les renseignements militaires canadiens, où la GRC et même le FBI n'avaient pas accès à toutes les informations. Ah oui, OK. Tu disais que dans ce club, à Ricari, donc, il y avait environ un noyau dur d'environ 200 officiers donc classés noirs qui planifiaient donc plus ou moins des attaques. En quoi est-ce que ça consistait? Qu'est-ce qu'ils planifiaient? Tu as parlé des raffineries, chemins de fer? En fait, leur idéal à eux, c'était carrément de détruire le plus d'ennemis. Donc, c'était un petit peu la copie conforme dans l'idée d'Harakiri du camp japonais. C'est-à-dire, on fait une sortie en force à une date précise qui était ciblée. Alors, là, on est décembre 44, mais le projet de ces fanatiques se ciblait dans le courant de 1945, parce qu'il y avait toute une organisation. Donc, il fallait de l'armement, il fallait du renseignement, il fallait établir. Puis, Montréal était visé pour ses infrastructures industrielles, les raffineries, le système ferroviaire. Donc, c'est une ville canadienne qui produit pour l'armée canadienne. Donc, l'objectif majeur de ce club à Ricari, c'est d'envoyer le plus de monde possible, attaquer Montréal par tous les moyens possibles et de faire le plus de dégâts, de sabotage, de meurtre, parce qu'ils voulaient mourir l'arme à la main. Donc, il y avait ce processus-là. Donc, contrairement à Bowmansville, où il y a eu une émeute qui aurait pu permettre aux soldats de s'échapper du camp, dans le cas du club Harikari, c'est pas arrivé. Mais pourquoi est-ce que ça n'a pas marché? Alors, en fait, je vais revenir sur un petit détail, parce qu'on parle d'Harikari côté japonais, mais c'est pour que nos auditeurs et auditrices comprennent bien l'idée, c'est que ces fanatiques allemands se réfèrent au vieux mythe nordique qu'on appelle le Gortendammrung, où en fait la traduction est le crépuscule des dieux. Le crépuscule des dieux, c'est quand les dieux de la mythologie nordique affrontent les géants et s'entretuent dans une orgie funeste et totale. Ce que reproduit d'ailleurs Wagner, le crépuscule des dieux de Wagner, c'est cet idéal en fait de régénérer. En fait, c'est la fin du monde pour régénérer un autre monde. En fait, dans leur esprit, ces fameux Harikari, c'était la destruction d'un monde. Donc, eux se considéraient comme les géants et en fait voulaient détruire le plus d'univers ennemis possible. Donc, pour en revenir à ta question, c'est que dans leur idée initiale, les évasions font partie de ce projet. D'accord. C'est là où, justement, la présence... Parce que le camp de Grande Ligne avait une grande partie de PG noirs, donc d'officiers fanatiques, mais il y avait à l'intérieur des gris et des blancs. Et ces blancs-là étaient surtout des prêtres protestants et catholiques. D'accord. Et c'est notamment l'un d'eux qui s'appelle Georges Felber, qui est un prêtre catholique allemand, qui en octobre 1944 va sonner la sonnette d'alarme discrètement au directeur du camp, à l'officier du camp, en lui indiquant qu'il y a un groupe secret qui existe, qui n'est pas palpable, c'est-à-dire qu'en fait, même lui n'a pas toutes les informations, mais il sait qu'il se prépare quelque chose et que c'est des purs et durs. Là, la GRC va intervenir parce que, pour bien comprendre, la GRC avait la responsabilité fédérale de protéger les civils et l'environnement donc fédéral. C'était les autorités militaires qui avaient la gestion des camps. Ah oui. Mais là, la GRC va intervenir, alors évidemment avec les autorités, le pouvoir politique canadien, pour organiser des recherches et des fouilles dans ces camps. Ah oui. Parce qu'à partir de ces informations-là, ils vont envoyer des officiers de renseignement spécialisés dans la guerre psychologique. En fait, ce sont d'anciens policiers qui ont eu à s'occuper de prisons fédérales, qu'on va appeler les furets. Les furets, ok. Et qui vont discrètement... les renifler, alors, ils sont en uniforme canadien, mais discrètement, ils vont intégrer les gardes canadiens, ne pas se faire identifier, mais eux, leur objectif,
c'est de faire du repérage et de voir qui fait quoi. Ah oui, OK. Et à un moment donné, il va y avoir des descentes de la GRC avec l'armée canadienne, notamment une fois qui va se dérouler en décembre 1944 à Grande Ligne, où on va fouiller toutes les baraques et le baraquement. Ah oui. Et là, on va découvrir des cartes d'état-major, des faux uniformes de garde canadiens, des insignes militaires, incroyable, des documents américains. Ah ouais. Oui, et même une carte militaire américaine comme quoi c'était un vétéran de l'armée américaine, des insignes militaires, de l'argent. Et là, on se rend compte qu'il y a une problématique parce que on sait plus ou moins qu'il y a un groupe fanatique, mais là, on se rend compte qu'ils sont hyper organisés. Ben oui, ça veut dire qu'ils avaient une certaine autonomie à l'intérieur du camp pour faire entrer tous ces objets, enfin, tous ces cartes et plans. Alors, il y avait le système D, sans être vulgaire, le système D merde allemand. Mais il y avait aussi la fameuse Croix-Rouge allemande. Ah oui, OK. Il y avait aussi des échanges de colis entre camps de prisonniers, c'est-à-dire qu'entre Sherbrooke, l'Alberta ou Sherbrooke ou Farnham, les prisonniers faisaient une correspondance. Petite anecdote, il y a un prisonnier de Farnham allemand qui, sur du papier à cigarette, avait envoyé un paquet à un copain qui était dans un camp d'Alberta. Ah oui. Mais le chauffeur canadien qui prenait les colis se servait au passage. La chance que les Canadiens ont eue, c'est qu'en ouvrant le paquet de cigarettes et les papiers, il s'est rendu compte qu'il y avait des écritures. Ah oui. Et donc, il y avait un message codé allemand dans le papier que, logiquement, le prisonnier de l'Alberta aurait dû recevoir, mais que le petit voleur du coin, qui a eu la bonne idée quand même d'aller voir les autorités canadiennes pour leur dire j'ai trouvé un papier avec des messages. Donc, il y a toute une organisation qui dépasse les camps. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont établi des réseaux à l'intérieur des camps. Même entre camps. Oui. Aussi. Ce que les autorités canadiennes vont essayer de faire, c'est de changer des prisonniers de place. Et c'est là où les camps en Alberta et au Manitoba vont avoir leur importance. Mais dans le cas de Grande Ligne, devant la problématique qui est annoncée par ce prêtre catholique, les agents de la GRC avaient infiltré, ou en tout cas on va dire retourné, un officier blanc. Alors très discrètement. Et pour ne pas le mettre en danger, on va faire un faux rendez-vous chez le dentiste à Montréal. Ah oui. Et la GRC va évidemment prendre cet officier allemand pour l'interroger. Et l'officier allemand dit, vous ne savez, il y a Harry Carey qui existe. Et leur plan, voilà, c'est attaquer Montréal, c'est de faire une sortie. En 1945, il n'y a pas de date, mais il dit, ça urge. Ah oui. Oui. Là, il prévient la GRC et les renseignements militaires canadiens qu'il y a un problème dans le camp. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, en fait, la GRC va faire comme si de rien n'était. Ils vont multiplier les furets. Ils vont multiplier la garde extérieure. C'est-à-dire qu'en fait, il va y avoir des troupes qui vont être mises en place dans tout l'environnement du camp, très discrètement pour ne pas faire l'alerte. Et il est prévu... Alors, la problématique de ces PG, c'est qu'on se rend compte qu'ils dépassent les 200 officiers. Ah oui, il y en a peut-être même plus. Et on ne peut pas d'un seul coup transférer 200 officiers allemands. Là, surtout en sachant qu'ils ont décidé de se faire harakiri avec tout le monde. Oui, et profiter d'un éventuel transfert. Oui, tout à fait. Alors, on va attendre janvier 1945 pour les identifier au moins une centaine. Et puis en janvier 1945, l'officier blanc va agiter un petit drapeau en disant vous devriez vous dépêcher parce que, en fait, le processus où l'Allemagne nazie est en train de s'effondrer sur sur le terrain en Europe fait qu'il y a une accélération du processus de volonté de cette attaque suicide. En février 1945, en pleine nuit, vous avez 50 agents de la GRC puis une centaine de gardiens et de militaires qui font une descente et vont arrêter ces 236 PG noirs. On est à Grande Ligne, c'est ça? Oui, à Grande Ligne, et les transférer immédiatement en Alberta. Donc les éloigner le plus possible. Oui. Et la zone de l'Alberta n'est pas choisie au hasard. C'est un camp qui existait déjà, qui va être d'ailleurs... C'est pour ça que ça va aussi prendre du temps par la GRC, pour faire très court. C'est que les autorités canadiennes doivent vider un camp pour amener ces PG
à l'intérieur. Toute une logistique. Hein. Qui se trouve d'ailleurs en zone boisée, forestière, en pleine campagne. Il n'y a pas de ville au village, donc on peut détruire. Là, on peut peut pas détruire quoi que ce soit ou pas grand-chose et on peut encore moins s'échapper. Donc, ce projet ce projet de crépuscule des dieux germaniques très wagnérien, est-ce que ça aurait pu fonctionner? Alors aujourd'hui, c'est difficile à dire, mais Montréal a quand même échappé à quelques sabotages. Parce que si le plan initial avait réussi, en sachant que les autorités canadiennes et la GRC avaient quand même confiné, avaient fait une espèce de contour militaire, il y aurait quand même sans doute eu, et on l'a vu par les évasions, que quelques-uns de ces fanatiques auraient pu passer à travers. Ouais. Et c'était surtout des actes de sabotage sur les gares, le système ferroviaire. Il y a un truc quand même qui est important, c'est qu'il aurait suffi d'un seul ou de deux soldats allemands qui mettent la pagaille à Montréal quand même pour provoquer une panique. Ouais. Parce que même à Montréal, on ne savait pas qu'il y avait des camps de prisonniers proches. Okay. Et puis, n'oubliez pas aussi qu'il y avait à Montréal et au Québec, il y avait Adrien Arcan, avec les chemises bleues, et Adrien Arcan, qui était un fanatique nazi québécois, enfin canadien-français, il y avait quand même quelques soutiens aussi. Oui, donc, interné lui aussi. Hein. Oui, et les autorités canadiennes avaient conscience de ça. Donc, il y aurait eu peut-être un effet de domino. Ce qui est certain, c'est que s'il n'y avait pas eu des PG blancs qui avaient dénoncé ces PG noirs avec le club Harry Carey, Grande Ligne et Fernam, les camps, parce qu'il y avait aussi un petit bout à Fernam, ils auraient connu un bain de sang. C'est-à-dire qu'en fait, cette tentative d'évasion, même si elle était restreinte au camp lui-même, aurait provoqué des actes meurtriers. Oui. Donc le fanatisme aurait poussé même jusqu'au meurtre, comme dans le cas des Japonais. C'était l'idée. En fait, c'était l'idée du crépuscule des dieux, de tuer le plus d'ennemis, d'emporter avec eux... Alors, je ne pense pas qu'ils avaient défini un nom, mais de faire le maximum de dégâts pour montrer que la grandeur de l'Allemagne pouvait se faire chez l'ennemi. Ouais. C'est un peu l'idée. Et tu parlais aussi en début plus tôt dans l'émission qu'il y a un système pas de suspicion, mais disons que les fanatiques et les nazis qui sont infiltrés, ils fliquent les autres, même d'autres Allemands. Hein. Ça a dégénéré, ça aussi. Oui, tout à fait. Alors, au Québec, il y a eu on sait aujourd'hui qu'il y a eu des procès à l'interne. Ah oui. En fait, ces genres de gestapistes faisaient énormément de répression sur ceux qui ne suivaient pas le mouvement. Le fameux Napola, en fait, qui était l'institut nazi, donc cette jeunesse hitlérienne, faisait des cours de rééducation nazie à l'intérieur quand le Canada faisait le programme anti-nazi de rééducation. Donc, il y avait aussi cette partie qui se faisait. Et puis, il y a eu des cas d'assassinat. Je parlais de l'Alberta. En 1944, il y a eu un docteur allemand qui était un PG blanc, qui s'appelait Dr Lehmann, qui va être exécutés par 5 PG noirs dans le camp. Ah oui. Et ils vont être découverts. Alors, ils ne vont pas être dénoncés, mais ils vont être découverts parce que l'un d'eux, entre guillemets, a commis l'erreur de garder la cordelette qui a permis de pendre en fait ce pauvre docteur. Et puis, il y a d'autres cas de bastonnade. Il y a une tentative de meurtre à Fernam où le prisonnier va être évacué le plus vite possible. Donc, non, les camps n'étaient pas très recommandés jusqu'en 44-45. Ouais. À partir de 45-46, alors, une fois que le club Harry Carey va être, on va dire, éliminé, ça ne va pas éliminer les PG noirs. Qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On va essayer d'abord de les identifier comme criminels de guerre. Une partie des officiers, notamment, vont se retrouver à Nuremberg parce qu'ils ont aussi participé à des massacres de civils en Europe, notamment au lendemain du débarquement du 6 juin 1944 en France. Tout ce qui est troupes SS, nazis, il y a eu des massacres, puis en Italie aussi. Donc là, on va revenir sur ce phénomène-là. Il ne faut pas oublier aussi que durant la bataille de Normandie, qui va durer de juin à fin août, les soldats canadiens vont confronter les Waffen-SS et les jeunesses hitlériennes qui ne feront pas de prisonniers. Il y a une trentaine de soldats canadiens qui vont être exécutés dans une ferme. Et là aussi, les autorités canadiennes vont prendre conscience de cette fanatisation jusqu'à l'extrême. Ah oui. Et les soldats canadiens aussi faisaient un retour des combats en disant on a des gamins de 13-14 ans qui se battent jusqu'à la mort, puis même
même on dirait une fois morts, ils veulent continuer à se battre c'est fou, encore. hein, ouais. Oui. Et donc, c'est la fin de la guerre. J'imagine que c'est... Est-ce qu'ils restent en camp longtemps? En fait, les camps vont aller jusqu'en 1946 pour étaler le rapatriement de ces prisonniers vers l'Allemagne. Mm-hmm. Alors, il y a en parallèle, il y a eu des camps de prisonniers aux États-Unis. Et l'Angleterre et les États-Unis vont, et ça c'est contre la Convention de Genève de 1929, vont rapatrier des soldats allemands, donc prisonniers de guerre, mais ils vont les transmettre aux autorités françaises. Ah, ok. Parce qu'il y a eu un transfert, il y a à peu près 900 000 soldats allemands qui vont servir de main-d'œuvre gratuite. Oui, pour reconstruire le ils ont pays, détruit, ils vont reconstruire, c'était le laïus. Et donc parmi ceux-là, et le Canada va jouer un petit peu son rôle canadien, c'est-à-dire qu'ils vont retarder le plus possible un petit peu le retour de ces prisonniers pour être plus ou moins sûr qu'ils arrivent en Allemagne. Puis on va aussi passer à travers ces prisonniers pour savoir où sont les Noirs, où sont les Gris, où sont les Blancs. Alors, le paradoxe et la contradiction historique du Canada, c'est qu'à partir de 1949, et puis la création du mur de Berlin, en fait, il y a plusieurs anciens nazis et SS, alors qui n'étaient pas forcément des PJ noirs au Canada, qui vont venir s'installer au Canada et qui vont rester cachés jusque dans les années 80. Oui, on a eu un 80, exemple, 90, on a eu même, je dirais, 2023-24, quand il y a eu le SS ukrainien qui est apparu au Parlement canadien, qui, à mon avis, était une grosse boulette. Oui, mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Malheureusement, Laurent, le temps file et l'émission tire à sa fin déjà, hélas. Donc, merci beaucoup, Laurent, d'avoir été des nôtres aujourd'hui à nouveau. Et avant qu'on se laisse, je rappelle que tu parles du club Harry Carey dans ton livre Auxilia féminine et prisonniers de guerre allemands fusillés en Poitou 1944, qui est publié aux éditions Les Indes savantes. En 2023, qui est disponible dans les bonnes librairies au Québec. Je rappelle aussi les quelques films qu'on a mentionnés de Mackenzie Brake, qui est inspiré de l'émeute de Bowmansville, film anglais de 1970, The One That Got Away, aussi un film de 1957, et La vie d'un héros, un film de Micheline Langto de 1994. Je me prends le temps de mentionner 2 livres aussi sur le sujet pour aller plus loin. Un livre de Yves Bernard qui s'intitule Trop loin de Berlin, publié au Septentrion en 1995, et finalement un livre de Martin Auger, Prisonnier de guerre et interné allemand dans le sud du Québec 1940-1946, publié aux éditions Athéna en 2010. Laurent, c'était un plaisir de t'avoir avec nous encore aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui te remercie.
Nous en sommes maintenant à la fin de cette émission. Vous pourrez la retrouver sur le site de la Société historique de Montréal, à l'onglet Émissions de radio, ou sur notre chaîne YouTube. Nous vous invitons, si ce n'est déjà fait, à devenir membre de la Société historique de Montréal, ce qui nous permet de produire ces émissions. Alors, merci de nous avoir écoutés et à la semaine prochaine.